Bonjour YouTube et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un bilan de la Ligue 1. On a suivi tous ensemble, ceux qui me suivent sur Twitch, on a suivi le multiplex, enfin pas forcément le multiplex d'ailleurs, on regardait Nice face à Lille, plutôt Lille face à Nice. Mais on a vécu cette dernière journée tous ensemble, on a vécu l'incroyable scénario avec Brest qui finit 3ème. Donc je vous rappelle, si jamais vous êtes fan de foot et que vous avez Twitch, bah n'hésitez pas à nous rejoindre parce qu'on passe des très bons moments tous ensemble en live. Mais en tout cas, après avoir vécu cette dernière journée, bah c'est l'heure du bilan, c'est l'heure de revenir un petit peu sur les flops, les tops, aussi bien au niveau des joueurs que des équipes, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Avant tout cela, bien évidemment, un petit rappel, si jamais le contenu vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, c'est gratuit, ça donne énormément de force. Et puis, bah, donnez-moi votre avis dans les commentaires, vos tops, vos flops, ça m'intéresse aussi de savoir un petit peu ce que tout le monde ressent, ce que tout le monde pense, si j'ai un avis un petit peu différent, ou si vous êtes du même, voilà, n'hésitez pas. Sur ce, c'est parti pour la vidéo. On va brièvement aborder forcément le cas du champion, le Paris Saint-Germain. Difficile de ne pas les nommer parmi les tops, hein, un champion, bon, généralement c'est un top, mais à noter quand même que je trouve que le PSG a fait une bonne saison globalement. Alors forcément elle est pas parfaite non plus, il y a des choses à redire, notamment pas mal de matchs nuls qui auraient pu / dû être des victoires, mais au final seulement 2 défaites, et ça c'est quelque chose que j'avais pas forcément vu venir avant le début de la saison. Je suis quelqu'un qui a assez confiance en Luis Enrique de base, mais j'avais peur que nouvel entraîneur, on sortait d'une saison compliquée avec Galtier, beaucoup de polémiques, Kylian qui allait partir, comment ça allait être géré. Bon, pour moi il y avait énormément de doutes autour de cette saison du PSG, et je vais aborder brièvement la Ligue des Champions, même si c'est pas, ça concerne pas la Ligue 1, mais je me rappelle dire en début de saison, si on est éliminé en phase de groupe de la Ligue des Champions au vu du groupe, je serais pas choquée, laissons le temps à Luis Enrique. Donc au final, alors certes, il y a eu énormément de chance au tirage et tu vas jusqu'aux demi-finales. Et pour revenir à la Ligue 1, je trouve que j'ai été assez agréablement surprise au final par cette équipe. Je trouve que Luis Enrique a amené une atmosphère beaucoup plus sereine, beaucoup plus pérenne au sein du club, et un esprit d'équipe qu'on n'avait pas vu depuis pas mal de temps, et je trouve que en tant que supporter du PSG, ça fait du bien de voir ça un petit peu sur le terrain. Forcément, l'intersaison va être ultra importante du côté du Paris Saint-Germain. Falloir remplacer Kylian, c'est pas quelque chose qui est facile à faire en termes de niveau, c'est même impossible à faire en termes de niveau. Mais en termes de cohésion d'équipe, de jeu collectif, je pense pour le coup qu'on peut être vainqueur. Et franchement, j'ai hâte de voir la suite. Comment ne pas citer Brest parmi les tops de la saison en Ligue 1? Une équipe que beaucoup attendaient parmi les potentiels relégables, en tout cas une équipe qui allait se battre pour le maintien. Quand je dis beaucoup, bien évidemment, j'en fais partie. Je pense que, en toute sincérité, on était un bon 95-96% à dire que Brest allait se battre pour le maintien. Et franchement, tu regardes leur saison, y a rien à dire en fait, y a absolument rien à dire. La vibe qui s'est dégagée de cette équipe, l'état d'esprit, la force collective, le nombre de matchs qu'on a pu voir où ils sont allés chercher le but de la victoire ou au moins le but du nul dans les derniers instants en ne lâchant rien, vraiment ça force le respect. Ils ont su élever leur niveau de jeu à un point où vraiment je pense qu'aucun d'entre nous, ou alors très très peu d'entre nous, aurait imaginé possible, et vraiment ça force le respect. Je pense notamment à un Pierre Lesmelou, un Romain Del Castillo, et je cite que eux parce qu'en fait la liste elle est très longue. J'ai longtemps cru que cette équipe ça allait être un petit peu à l'image d'un Lorient la saison dernière qui avait pas mal de temps été dans le top 4, 5, 6, et qui en fin de saison s'était un petit peu, bon écroulé c'est un grand mot, mais qui avait lâché, qui n'avait pas réussi à tenir la cadence. Et je m'inquiétais un petit peu pour Brest, et je me disais, oui, très bon début de saison, mais ça va lâcher. Bah ça n'a pas lâché. Et ça, franchement, les Brestois, c'est exceptionnel. Ils ont fait preuve d'une abnégation, mais intarissable, qui leur a ramené des points cruciaux. Ça se joue à rien avec Lille, on l'a vu sur cette dernière journée, ça se joue à rien du tout. Et franchement, leur qualification directement dans la phase de groupe de Ligue des Champions, elle est amplement méritée. Et personnellement, j'en suis très contente, n'en déplaise à certains chroniqueurs sportifs. Mon dernier top va aller du côté de l'AS Monaco. J'ai un petit peu hésité à les mettre top ou alors les laisser dans les bonnes surprises, je savais pas trop. Au final, je les mets top parce que leur saison, mine de rien, elle est pas ridicule. Ils avaient fini l'an dernier à une 6ème place qui était vraiment assez décevante, sans qualification en Europe. Au final, je pense que ça a été un mal pour un bien parce que ça les a sûrement aidés cette année à se focus sur la Ligue 1 et à accrocher cette 2ème place. Mais je m'inquiétais un petit peu cet été parce qu'il y a eu la perte de Dizazi, le fin du prêt de Malang Sarr si je dis pas de bêtises, le départ d'Aguilar, bref la défense monégasque elle était complètement dépeuplée au mercato.
Et l'arrivée de Balogun, personnellement, elle me laissait un petit peu perplexe, si je vous dis la vérité, et encore à l'heure actuelle d'ailleurs, si je vous mens pas. Mais en tout cas, le recrutement, globalement, ça a été une grande réussite, force est de constater. Et couplé au fait d'avoir pu garder leur cadre, donc je pense notamment à un Golovin, à un Ben Yedder, bah ça les a aidés à au final obtenir cette deuxième place. Et quand je me dis est-ce que je les mets bonne surprise ou est-ce que je les mets top, bah c'est un petit peu dur de ne pas les mettre top au final quand tu termines deuxième comme ça, avec une intersaison où tu sais pas trop comment ça va se goupiller. Ils l'ont très bien géré, bravo à eux. Du côté des flops, on va aborder forcément, je pense qu'il y a assez peu de suspense là-dessus, l'Olympique de Marseille. La première erreur qu'on pourrait évoquer, ce serait potentiellement la sélection de l'entraîneur. Personnellement, ceux qui me suivent sur Twitch, vous savez ce que j'en pense. Pour moi, Marcelino n'était pas une erreur. Je pense qu'on lui a pas assez donné de temps. Je vais pas revenir là-dessus parce que je l'ai fait très longuement sur Twitch. Je pense qu'il a jamais eu le temps nécessaire. Je pense que certains supporters n'ont absolument pas aidé. On saura jamais si ça aurait fonctionné, mais si je dois parler d'une erreur de casting, en ayant connu Marcelino et Gattuso à Valence, et ben s'il y a une erreur de casting, je la mettrais plutôt sur le deuxième. Et je pense en toute sincérité qu'un club comme l'Olympique de Marseille, et comme Valence d'ailleurs, mais bon on n'est pas en train de parler de la Liga, ne devrait jamais se retrouver dans la situation de prendre quelqu'un comme Gattuso en tant qu'entraîneur. À la limite, quand t'es Valence, il a pas été ultra pertinent, mais il a été dans des top clubs, tu te dis que toi t'es dans une situation compliquée, donc peut-être que ça peut le faire, bon, passe. Mais quand t'es l'Olympique de Marseille, et que tu vois que ça a pas marché, ici, là-bas, comment tu y vas? Pourquoi tu y vas? Franchement, moi je suis très admiratif du travail de Longoria. Je suis quelqu'un qui l'apprécie énormément, encore une fois, je l'ai connu à Valence et son travail a été absolument incroyable de ce côté-là. Mais vraiment, cette sélection de Gattuso, pour moi, elle passe pas. Pour moi, quand t'es l'Olympique de Marseille, quand tu vises, si ce n'est de challenger pour le titre, de finir deuxième, troisième, de te qualifier en Ligue des Champions, tu ne peux pas te permettre d'aller chercher un Gattuso qui a été, mais décevant, c'est même pas le mot à Valence, il a été vraiment catastrophique à Valence. Il y avait des red flags partout, il a foncé dessus comme un taureau, et ça a donné ce que ça a donné. Un autre problème du côté de Marseille, c'est le constant turnover qu'on peut voir chaque été. Alors ça se comprenait parce que Marseille avait des dettes qu'il fallait éponger. Longoria l'a fait, il l'a très bien fait. Maintenant, si je dis pas de bêtises, il me semble avoir vu passer que Marseille était soit dans le vert, soit très proche de l'être. Et à mon sens, ça doit être le moment où tu commences à construire sur le long terme. À partir de là, pour moi, tu ne peux plus te permettre, maintenant que tu as pérennisé la situation financière du club, de continuer à avoir un tel turnover aussi bien dans l'entraîneur que dans les joueurs. Il faut construire. Ça demandera peut-être de la patience au niveau des supporters. C'est pas forcément le fort, j'allais dire des Marseillais, mais c'est pas forcément le fort des supporters de foot en général. Mais je pense aussi que c'est pour le bon développement du club, en tout cas pour le développement d'un club sain. Et bon, en tant que Parisienne, c'est dur de vous le souhaiter, mais faites de votre mieux, quoi. Si je vous dis que mon prochain flop a vendu pour environ 150 millions d'euros au Mercato, vous pensez à Rennes. Tout à fait, vous avez raison, Stade Rennais. Ça leur a permis d'investir environ 81,5 millions, si je dis pas de bêtises, au Mercato. C'est une chose plutôt rare en Ligue 1. Et je dois avouer que les profils ciblés m'ont laissé assez dubitative. Tes 4 recrues les plus coûteuses sont des milieux de terrain, alors certes avec des profils différents, t'as eu Matic aussi que t'as dû remplacer cet hiver, mais je ne comprends pas l'intérêt d'aller chercher un Enzo Lefebvre, plus un Ludovic Blas, plus un Rieder. Alors certes ce sont des joueurs qui peuvent s'excentrer, mais qui pour moi sont beaucoup plus influents dans le cœur du jeu, et au final bah tu empiles en sachant que t'as déjà un Bourigeaud, un Désiré Doué, enfin t'as du monde dans ce milieu de terrain rennais, et je comprends pas ce qu'ils ont fait lors du Mercato. Au final, c'est la défense qui aura déçu cette saison avec 46 buts encaissés, soit la 9e meilleure défense seulement, si je dis pas de bêtises, alors que du point de vue de l'attaque, ils sont 3e ex-aequo. C'est une saison décevante. Défensivement parlant, je pense qu'il fallait faire mieux. Maintenant, est-ce que tu manques pas aussi d'un 9 indiscutable? T'as Kalimundo et Gouiri qui se partagent ce rôle-là avec 10 buts et 7 buts respectivement, c'est pas ridicule, mais c'est peut-être un petit peu trop juste pour une équipe qui vise le podium. Rennes semble avoir du mal à franchir ce palier, et plus le temps passe, plus ça risque d'être très compliqué pour eux d'y arriver. On va aborder maintenant les bonnes surprises qui ne méritent pas forcément d'être des tops et les mauvaises surprises qui ne méritent pas forcément d'être des flops. On va commencer du côté des bonnes surprises et j'y mettrai personnellement Toulouse et Nice. On va commencer du côté de Toulouse parce que la perte d'éléments clés à l'intersaison rendait leur saison franchement très compliquée à juger.
Je pense notamment au départ de Van Den Boomen, de Fares Shaibi, le départ de Montagnier également. Ouais, c'était pas évident de lire leur saison, il y avait clairement des raisons de s'inquiéter pour eux. Bah, on a vu qu'ils ont souffert au début de saison, ils étaient dans la lutte pour le maintien. Et finalement, ils ont fait une très bonne deuxième partie de saison où ils ont pu s'en sortir, ils ont pu remonter dans le ventre mou, très confortable. À la fin de saison, ils ne tremblent pas. Donc franchement, je m'attendais pas à ça. Bravo à eux. Et bravo également à Nice. Quant à eux, on peut critiquer le jeu. De mon côté, je ne le ferai pas parce que j'estime que le football, c'est pas seulement que le football champagne. Alors je vais pas vous dire que je m'éclate en regardant les matchs de Nice, mais force est de constater que ça a très bien marché comparé à la saison dernière où ils avaient fini à une triste 9e place. Cette année, ils vont retrouver l'Europe et je leur souhaite de faire bonne figure l'année prochaine et bravo à eux pour leur saison. Du côté des mauvaises surprises, j'ai longtemps hésité à mettre Lyon parmi les flops. Finalement, ils sont dans les mauvaises surprises. C'est très à contre-courant de les mettre là au vu de leur fin de saison. Mais sur la globalité, sur l'ensemble de la saison, j'ai du mal à les mettre ailleurs en toute sincérité. Parce que certes, leur deuxième partie de saison, elle est tout simplement incroyable. Je tiens vraiment à le souligner. Ce que les Lyonnais sont parvenus à faire, c'est vraiment extrêmement fort. Mais bah faut pas oublier ces 6 premiers mois. Et ces 6 premiers mois, j'ai du mal à voir comment on peut les mettre dans quelque chose de positif, surtout quand tu vois la stature d'un club comme l'Olympique Lyonnais. Je trouve que les joueurs présents sur le terrain pendant les 6 premiers mois, donc avant le mercato, n'auraient jamais dû se retrouver dans une telle situation. Alors certes, on peut pointer du doigt Fabio Grosso, Laurent Blanc, j'entends. Mais à mon sens, les pointer eux comme uniques responsables, c'est un petit peu trop simpliste. C'est une tendance que je trouve qui revient assez souvent du côté de l'Olympique Lyonnais, ces joueurs qui sous-performent, ces cadres du vestiaire qui sont peut-être un petit peu en deçà de ce qu'on pourrait attendre d'eux. Et j'ai un petit peu du mal avec cette vision qui consiste uniquement à montrer l'entraîneur. Je pense qu'ils ont leur part de responsabilité, c'est indéniable. Maintenant, je pense aussi que le talent sur le terrain, ils l'ont prouvé en deuxième partie de saison, était largement suffisant pour faire mieux. Je vous dis pas qu'il devait être deuxième avec des entraîneurs comme Laurent Blanc, comme Fabio Grosso. Il devait pas non plus être dernier, certainement pas être dans les 3 derniers en tout cas. Et je trouve un petit peu que passer l'éponge sur ça, sous prétexte que le manager ne plaisait pas, c'est aussi un petit peu accepter que les joueurs puissent choisir de laisser tomber le club comme ça. Alors c'est des mots qui sont un petit peu durs, je l'entends, mais personnellement, j'ai du mal. On peut ensuite aborder le cas de Reims. Leur fin de saison dernière m'avait laissé envisager de très belles choses avec l'arrivée de Will Steele qui avait été tonitruant, un mercato ambitieux qui, je vais pas vous mentir, m'avait un petit peu vendu du rêve, un petit peu à la FM, forcément on se laisse savoir. Je m'attendais pas forcément à l'Europe coûte que coûte cette saison, mais je m'attendais au moins à une bataille pour... Bataille qui au final n'aura jamais vraiment eu lieu. En toute sincérité, je me fais du souci pour Reims. C'est un club qui a beaucoup investi, alors certes après avoir bien vendu, faut le souligner, mais les joueurs payés au prix fort ont globalement déçu à mon sens, et ça rendra leur revente compliquée sauf s'ils se rattrapent. Et puis quid de l'après-style? Va falloir être très très intelligent cet été du côté rémois, et surtout ne pas se tromper, parce que ça pourrait leur coûter très cher, et quand je dis très cher, je ne parle pas forcément d'une simple relégation en Ligue 2. On a beaucoup d'exemples de clubs qui ont très très vite sombré de la Ligue 1 à la nationale, voire pire. On pourra aussi nommer Lorient, qui avait un recrutement qui de l'extérieur en tout cas semblait ambitieux. Il restait sur une saison 2022-2023 assez convaincante et semblait vouloir construire dessus pour le futur. C'est raté, ce sera un retour en Ligue 2 pour eux, et comme je le disais avec Reims, le danger est encore plus présent avec eux, avec des gros salaires qui vont descendre. Attention à comment ils vont gérer ça. Dommage, mais une nouvelle preuve que investir dans des grands noms, ou du moins dans des anciens grands noms, c'est pas forcément gage de succès. Du côté des autres clubs, ils sont globalement là où je les attendais. Lille a une 4e place qui me semble logique. Dommage de pas réussir à passer devant Brest pour eux, mais au final, je m'attendais à ce que ce soit... potentiellement l'Olympique de Marseille, à cette 3e position. Donc bon, 4e place logique. J'avais du mal également à imaginer Lens sur le podium au vu de leur participation en Ligue des Champions, puis par la suite en Europa League. C'est toujours délicat quand un club découvre l'Europe, surtout après avoir perdu des joueurs clés. Donc je pense qu'ils sont globalement là où je les attendais. Montpellier qui aurait presque pu se hisser dans le rang des bonnes surprises, mais au final, sur l'ensemble de la saison...
trouve qu'ils sont grosso modo à leur place, là où je les voyais encore une fois. On retrouve ensuite Strasbourg, Nantes, Le Havre, Metz et Clermont que j'attendais dans la lutte pour le maintien. Je m'attendais à ce qu'ils soient rejoints par Brest en toute sincérité, mais mea culpa, messieurs. Mes candidats les plus crédibles à la descente, pardon, c'était Clermont, Metz et ensuite soit Nantes, soit Le Havre en tant que barragiste. Bon bah je me suis trompée du coup avec Lorient qui descend, mais dans l'ensemble c'est globalement ce à quoi je m'attendais, notamment du côté de Clermont. Clermont, et pour le coup je me fais pas énormément de soucis pour eux sur leur avenir dans le football professionnel. Je vous dis pas qu'ils remonteront directement en Ligue 1, ça j'en suis pas sûre pour le coup, mais en tout cas je pense que c'est un club qui pourra aisément s'installer en Ligue 2. J'espère ne pas les jinx du coup, mais ouais c'est un petit peu comme ça que j'envisage le futur pour eux. Donc on verra ce qu'il adviendra de Metz lors des barrages. De mon côté, encore une fois ceux qui me suivent sur Twitch vous le savez, c'est un format que je n'aime pas. Donc quoi qu'il en soit, je serai pour le club de Ligue 2 face à Metz. J'ai absolument rien contre les Messins. Je trouve qu'au contraire, c'est un des clubs qui méritait de rester. Maintenant, le fait est que je n'aime pas les barrages et que par conséquent, bah forcément, je serai pour le club de Ligue 2 face à eux. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir qui ce sera parce qu'il y a des matchs intéressants à suivre. Du coup, au niveau des équipes, je vais pas être très originale, désolée, mais Brest va être mon top absolu de cette saison 2023-2024. Du côté des flops, en toute sincérité, j'en ai cité deux et je trouve que c'est extrêmement dur de les départager. D'un côté, parce que j'ai probablement plus d'exigence pour l'OM, au point de vue de ce que le club devrait représenter pour le football français, et de l'autre parce que Rennes, ça fait quelques saisons qu'on les attend bien plus haut que ce qu'ils ne font, et plusieurs saisons qu'ils déçoivent, et ça commence à faire beaucoup. Donc, personnellement, je les mettrais sur un pied d'égalité. Je vais pas mouiller. En revanche, si j'y pense, je vous mettrai un petit sondage juste au-dessus de moi et n'hésitez pas à aller voter pour votre flop de la saison. Niveau joueur, difficile de ne pas citer Kylian Mbappé, comme c'est difficile de ne pas citer le Paris Saint-Germain parmi les tops. Majoritairement, vous le savez, je suis pas une fan absolue de Kylian. J'ai trouvé son attitude en deuxième partie de saison assez déplorable, que ce soit sur le terrain ou quand on le sort du terrain. Mais dans les faits, objectivement, ça reste un joueur absolument hors norme, tout simplement. Frustrant, car on imagine jusqu'où il pourrait monter en corrigeant certains défauts. C'est peut-être ça le drame d'ailleurs au final, qu'il fasse une saison aussi bonne en étant aussi frustrant. Mais bon, c'est Kylian Mbappé et bientôt il fera les beaux jours du Real Madrid. Mention honorable également à Aubameyang et ses 17 buts plus 8 passes décisives, à Del Castillo pour son impact sur le jeu brestois, Dembélé également, auteur d'une saison intéressante. Je le considère pas comme le joueur de la saison, pas parce qu'il marque pas assez, mais parce qu'il rate trop en fait. Et c'est là où je fais une nuance, c'est que un joueur qui tente jamais sa chance, parce qu'il préfère trouver une passe et qui du coup est toujours décisif dans le jeu de son équipe, je m'en fiche s'il marque pas. Le problème de Dembélé qu'on a vu cette saison, c'est qu'il tente au final quand même pas mal de fois sa chance et que il te coûte énormément d'occasions très intéressantes, et pour cette raison là j'ai du mal à le hisser en tant que candidat du joueur de la saison. Mais en toute sincérité, j'ai été agréablement surprise par sa saison, donc c'était un petit peu logique pour moi de mentionner son nom. Dernière mention honorable bien évidemment à Alexandre Lacazette et ses 19 buts. Ça montre à quel point il peut être un très bon joueur. Peut-être quand il le veut. Pour moi, une demi-saison, c'est pas suffisant, mais vraiment, mais quelle demi-saison! Voilà, je vais vous laisser là-dessus pour le bilan de la Ligue 1. On est resté relativement en surface. De manière générale, j'ai tendance à rester relativement en surface sur YouTube. Si jamais vous voulez des choses un petit peu plus approfondies, entre guillemets, ça se passe sur Twitch parce que j'ai plus le temps de m'expliquer sur des vidéos. Enfin, c'est pas des vidéos du coup, mais sur un live qui dure bien plus longtemps. Donc si ça vous intéresse, encore une fois, n'hésitez pas à lâcher un petit follow de ce côté-là. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, abonnez-vous, commentez, ça me soutient énormément du point de vue de l'algorithme, tout ça, vous connaissez. Je vous remercie énormément d'avoir suivi cette vidéo. La saison de Ligue 1 elle est finie, maintenant j'ai hâte de voir l'intersaison, il y a plein de clubs qui vont être ultra intéressants à suivre sur cette intersaison. Et j'ai hâte que la nouvelle saison débute également, j'espère vous retrouver pour cette nouvelle saison. Et en tout cas d'ici là, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!